Mesdames et messieurs, vous êtes à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans Vivre Événement en version française en cette soirée du mercredi 2 juillet 2025. Dans les actualités de ce jour, partons tout de suite à Fianarantsoa. La visite du président Ange Rajoelina justement à Fianarantsoa a débuté aujourd'hui et durera 3 jours. Pour ce premier jour, le président y a dirigé le Conseil des ministres. C'est le 5e Conseil des ministres délocalisé hors d'Antananarivo et il a immédiatement été constaté que Fianarantsoa est une région bénéficiant particulièrement des efforts du gouvernement. Reportage de Josikel Rangenerine et Andorra Zanjabe. Dès son arrivée à l'aéroport, le président Ange Rajoelina, accompagné de son épouse Mel Rajoelina, a clairement affiché l'objectif de cette visite dans la région de Matsajambougne, apporter le développement à Fianarantsoa et à sa population. Il s'agit de rapprocher l'État du peuple, de répondre aux besoins quotidiens de la population et d'améliorer l'économie locale. Il a d'ailleurs réaffirmé cet engagement en ouvrant le Conseil des ministres qui s'y est tenu aujourd'hui. Outre les membres du gouvernement, ont participé à ce Conseil des ministres délocalisé les responsables locaux, les élus et les hauts responsables locaux. Cela reflète une véritable considération des besoins spécifiques de la région et des districts concernés. Le président Ange Rajoelina a déclaré que le gouvernement de proximité est désormais une réalité et cela se traduit par les nombreuses infrastructures qui ont été mises en place. Fianarantsoa en a largement bénéficié et d'autres projets sont encore prévus pour favoriser pleinement le développement humain. Le président a même affirmé que Fianarantsoa surpassera les autres régions. La réhabilitation de la ligne ferroviaire Fianarantsoa-Côte Est a déjà commencé et cet objectif sera impérativement atteint, a également affirmé le président Ange Rajoelina. La visite dans la région de Fianarantsoa durera 3 jours. Plusieurs inaugurations sont prévues ainsi que le lancement de nouveaux projets. Dans chaque district visité, une attention particulière sera portée aux aspects sociaux de la population. Un moment fort de cette visite sera la rencontre directe avec la population lors de l'inauguration du Coliseum de Fianarantsoa ce vendredi. Fianarantsoa, autrefois réputée comme une région au développement lent, est aujourd'hui en pleine accélération. Parlons à présent partenariat et relations diplomatiques. Antonio Gororano, coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar, accompagné de sa délégation, a rencontré ce matin à Mazorive le Premier ministre et chef du gouvernement, Christian Tsay, dans le cadre d'un atelier de travail. Cette rencontre a permis de faire le point sur l'avancement de la coopération entre les deux parties, axée sur la mise en œuvre de la politique générale de l'État. Une stratégie spécifique a également été élaborée afin de renforcer les échanges stratégiques entre le gouvernement malgache et l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers. Écoutons plus d'explications. Priorité commune pour la deuxième moitié de l'année. Nous avons aussi passé en revue les résultats de plusieurs enquêtes en cours menées par le système des Nations Unies avec l'appui de nos partenaires sur les questions de sécurité alimentaire, de situation des secteurs liés à la formation du capital humain et de manière plus générale, on a discuté aussi de mesures pour faire en sorte que nous maintenions un dialogue stratégique entre la communauté internationale et la République de Madagascar. Ce qui fait l'actualité de ce jour également, ce sont les perturbations au niveau des stations-service de la capitale. Ce matin, justement, des voitures faisaient encore la queue auprès de plusieurs stations-service de la capitale. Cette situation a entraîné une hausse des chiffres d'affaires de ces dernières. Toutefois, nos journalistes ont pu constater que les livraisons commencent à arriver dans quelques stations. Les détails avec Anienne Martina sur les images de Seja Angenab. Les longues files d'attente sont toujours constatées auprès de plusieurs stations-service d'Antananarivo. Ce matin, notre équipe a visité bon nombre de ces dernières et presque partout, la situation est la même, des files de voitures qui attendent. Les usagers disent que certaines stations n'ont plus du tout de carburant, raison pour laquelle c'est l'affluence auprès de celles qui en vendent. Cette situation entraîne une hausse des chiffres d'affaires de ces stations. L'une d'elles a soutenu avoir vendu jusqu'à 2000 litres en une seule matinée. Selon les explications, la livraison continue, mais le problème vient du nombre de stations qui n'arrivent pas à répondre à la forte demande, faute d'approvisionnement.
Toujours dans cette actualité économique, la Direction générale des impôts a confirmé hier que la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA de 20% sur les intérêts prélevés par les banques n'est pas encore en vigueur. En conséquence, le directeur général des impôts appelle toutes les banques à attendre les clarifications officielles concernant les modalités d'application de cette mesure. Christelle Rakout-Malal nous en dit plus. Les personnes ayant contracté un prêt auprès des banques ont été surprises par l'annonce faite par ces dernières le 27 juin dernier. Elles y annonçaient l'entrée en vigueur d'une TVA de 20% sur les intérêts des emprunts, en précisant que cette mesure s'appliquait rétroactivement à partir du 1er janvier et serait effective dès le 1er juillet. Cette disposition concernerait également tous les crédits contractés à partir du 1er janvier 2025. Cependant, la ministre de l'Économie et des Finances a rappelé que la loi n'a pas d'effet rétroactif et que cette mesure ne devrait pas s'appliquer aux dettes antérieures. La direction des impôts a également précisé hier que le gouvernement apportera encore des éclaircissements sur les modalités de mise en œuvre de cette disposition. Elle appelle donc les banques à attendre une mise à jour des notifications officielles. Il est à rappeler que la perception de cette taxe sur les intérêts bancaires avait été suspendue en 2006. Elle doit aujourd'hui être rétablie afin de réduire les exonérations fiscales de 280 milliards d'ariars par an pendant 3 ans. Dans le reste de l'actualité économique de ce soir, Madagascar a décroché la première place en tant que meilleure destination d'aventure de l'océan Indien lors des World Travel Awards qui se sont tenus à Dar es Salaam en Tanzanie. C'est la première fois que Madagascar remporte ce trophée dans cette catégorie. Cette récompense a été obtenue grâce au vote des touristes et des professionnels du secteur du tourisme. Reportage de Fanessene Mireille. Madagascar continue de briller dans le domaine du tourisme à l'échelle internationale. Lors de la 32e édition des World Travel Awards, Madagascar a été élue meilleure destination d'aventure de l'océan Indien. C'est une première historique pour le pays dans cette catégorie. Cette victoire vient une fois de plus confirmer la richesse naturelle unique de Madagascar. Le pays regorge de lieux propices à l'aventure, que ce soit en forêt, en mer, en escalade ou pour de nombreuses activités. Madagascar s'est également illustré à travers Indiana Beach Resort, élu pour la 10e année consécutive meilleure station balnéaire de l'océan Indien. Au total, Madagascar a été nommé dans 9 catégories lors de cette édition des World Travel Awards. Pour rappel, les World Travel Awards, créés en 1993, récompensent chaque année les meilleures réalisations dans l'industrie mondiale du voyage et du tourisme, en mettant particulièrement à l'honneur le secteur touristique. Dans la suite des actualités locales, dans la page sociale, Madagascar a accepté 204 sur les 235 recommandations formulées par 82 pays lors de l'examen périodique universel ou EPU relatif aux droits de l'homme tenu en janvier dernier à Genève dans le cadre de la 4e session de cet exercice. Ces recommandations seront mises en œuvre sur le territoire national. Aujourd'hui a donc eu lieu la phase finale de cet examen. Dans son intervention, le ministre de la Justice malgache, représentant officiel du gouvernement malagasy à Genève, a affirmé que Madagascar est déterminé à renforcer la protection des droits de l'homme. Le point avec Christelle Rakout-Malal. Selon les 235 recommandations émises par les 82 pays participants lors de l'examen de janvier à Genève, 204 ont été acceptées par Madagascar. Selon les précisions apportées aujourd'hui par le ministre de la Justice lors de cette session finale, ces recommandations sont jugées conformes aux lois en vigueur et aux valeurs de la société malagasy. Elles concernent entre autres l'allocation des ressources à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la modification de l'âge de la responsabilité pénale à 14 ans, la liberté d'expression et de réunion pacifique, la protection des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et d'autres acteurs de la société civile dans l'exercice de leur travail légitime, la révision de la loi relative au mariage et aux régimes matrimoniaux pour supprimer les exceptions sur l'âge à 18 ans, la gratuité de l'éducation primaire, l'égalité entre hommes et femmes, l'abrogation du mémorandum numéro 2023/862 qui interdit les filles mariées de poursuivre leurs études
après une grossesse, la représentation des femmes, la promotion de leur autonomisation socio-économique, la prévention des violences sexuelles et des violences basées sur le genre, l'interdiction des châtiments corporels dans toutes les circonstances, l'adoption de la politique nationale pour l'inclusion et l'autonomie des personnes en situation de handicap, la réforme de la loi numéro 97-044 et l'amélioration des services fournis aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. En revanche, 28 recommandations ont été rejetées et 3 acceptées partiellement. Le gouvernement a notamment refusé celles concernant le mariage entre 2 personnes de même sexe ainsi que la dépénalisation de l'avortement. Depuis le premier examen en janvier, Madagascar a déjà entamé certaines réformes conformément aux orientations données, parmi lesquelles l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et plusieurs lois liées aux droits humains. L'adoption des textes législatifs ayant trait aux droits de l'homme tels que la loi sur la lutte contre la migration irrégulière, la loi sur les infractions foncières, la loi sur la protection des personnes atteintes d'albinisme. Le renouvellement des 11 membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour un nouveau mandat de 4 ans. La mise en place de la Commission malgache de l'informatique et des libertés, CMIL, l'amélioration des conditions carcérales à travers la construction de 6 établissements pénitentiaires conformes aux normes internationales, le développement du partenariat entre le ministère de la Justice et le ministère en charge de la formation professionnelle, de la population, ainsi que du secrétariat d'État en charge de la souveraineté alimentaire et enfin l'intensification des efforts sur la mise en place de la justice de proximité à travers la construction de 6 tribunaux de première instance. Le ministre de la Justice, l'ambassadeur de Madagascar en Suisse, Jacoba Olivia Teinjazanarville, ainsi que Fabien Tombu-Haven, directeur des droits de l'homme et des relations internationales, au sein du ministère ont représenté l'État lors de cette phase finale de l'examen périodique universel tenu à Genève, Suisse. Page faits divers, il existerait une tentative de s'approprier illégalement du terrain sur lequel est bâtie la mosquée aux 67 hectares. À cet effet, ces personnes sèment la zizanie au sein des fidèles. La personne suspectée être à l'origine de ces actes aurait déjà obtenu un autre terrain appartenant à l'association des musulmans malgaches à Mahajang. Les fidèles dénoncent ainsi la création d'une association illégale par cet individu dont l'objectif est de revendiquer le terrain. Ils veulent que les autorités interviennent. Reportage de Fenra Kotorsoul. La mosquée d'Antananarivo, aux 67 hectares, fait face à une tentative d'accaparement de terrain par un individu qui cherche à le vendre à un ressortissant indien. Depuis 2018, cette personne, qui ne fait pas partie de la direction de la mosquée, multiplie les manœuvres pour créer des troubles au sein de la communauté. Ces tentatives ont été jusqu'ici débotées par la justice, comme l'a confirmé un jugement de la Cour d'appel du 5 juillet 2024. Un comité a été mis en place légalement en 2024, puis remplacé par un nouveau comité en février 2025, actuellement en fonction. L'individu en question a malgré tout envoyé récemment une lettre au préfet prétendant avoir créé un nouveau comité chargé d'organiser des élections, ce que rejettent les fidèles et les responsables en place. Ils auraient déjà obtenu illégalement un terrain de l'association des musulmans malgaches à Mahajang et cherchent maintenant à modifier la structure et même le nom de la mosquée des 67 hectares. Le préfet d'Antananarivo a précisé qu'il ne faisait qu'assurer une mission de médiation entre les deux parties sans prendre parti pour aucune. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. À l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, le personnel soignant tente chaque jour de sauver des vies dans des conditions dantesques où tout manque des médicaments au sang. L'hôpital, visé par une opération militaire israélienne, ne fonctionne plus que partiellement. Les détails avec France 24. Des machines éteintes et des patients désespérés. L'unité de dialyse de l'hôpital Al-Shifa dans le nord de Gaza a été mise à l'arrêt. Une décision prise à contre-cœur par la direction à cause du manque d'essence qui sert à faire fonctionner les générateurs de l'hôpital. J'ai besoin de dialyse. Faute d'énergie solaire et d'eau, le processus de dialyse est interrompu. Sans dialyse, les niveaux de liquide et de toxines dans notre sang augmentent.
Nous suffoquons, nous ne pouvons pas dormir. Nous perdons l'appétit, nous ne pouvons pas bouger. C'est très difficile. 350 patients se retrouvent ainsi privés de soins. À cause du blocus israélien, la direction est contrainte de faire des économies d'essence pour pouvoir continuer à faire fonctionner les urgences de l'hôpital où chaque jour arrivent des dizaines de Gazaouis victimes des bombardements. Nous sommes à une heure critique. Si nous ne recevons pas le carburant nécessaire dans les prochaines heures, nous serons contraints de fermer d'autres services, condamnant 13 patients en soins intensifs à une mort certaine. Des dizaines de blessés amenés par les bombardements israéliens et nécessitant une intervention chirurgicale mourront également. C'est un appel humanitaire lancé au monde entier. Trop, c'est trop. Ce qui se passe dans la bande de Gaza doit cesser. Selon l'ONU, le système de santé dans l'enclave est au bord de la rupture. Seuls 19 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza restent en partie opérationnels et tous font face à d'importantes pénuries d'approvisionnement et à un manque de personnel. En Ukraine, cette décision fera suite à des inquiétudes du Pentagone après avoir mené un audit des réserves de l'armée américaine sur lesquelles est directement prélevée l'aide militaire en Ukraine. La Russie, de son côté, continue de pilonner l'Ukraine. France 24. C'est un coup dur pour l'Ukraine. Alors que les offensives russes s'intensifient sur son territoire, les États-Unis annoncent mettre fin à une partie de leur livraison d'armes essentielles pour l'Ukraine, avec pour objectif premier la protection des stocks américains pour sa propre défense. Cette décision a été prise pour mettre les intérêts de l'Amérique en premier, à la suite d'un passage en revue par le ministère de la Défense de l'aide militaire de notre nation à d'autres pays à travers le monde. Selon plusieurs médias américains, il s'agirait de missiles de défense antiaérienne Patriot, d'obus, de drones et de missiles lancés par l'aviation ukrainienne depuis des avions F-16. Cette semaine encore, le ministre ukrainien des Affaires étrangères déclarait pourtant que Kiev avait demandé à Washington de nouvelles livraisons d'armes. Nous continuons de compter sur nos partenaires et espérons sincèrement qu'ils nous fourniront des systèmes supplémentaires. Je tiens également à réitérer que nous avons contacté les États-Unis. Le président Zelensky a personnellement sollicité le président Trump pour lui proposer l'acquisition de systèmes Patriot supplémentaires capables d'intercepter des missiles balistiques. Kiev craint que cette suspension ne soit un signal pour Moscou, celui d'un affaiblissement de sa capacité à se défendre contre les attaques russes. Jusqu'à présent, le gouvernement de Donald Trump poursuivait partiellement l'aide militaire initiée sous Joe Biden. À ce jour, les États-Unis ont fourni à l'Ukraine plus de 66 milliards de dollars d'armes et d'assistance militaire depuis que la Russie a envahi son voisin en février 2022. Restons toujours au niveau de cette affaire entre l'Ukraine et la Russie. Les présidents français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine se sont parlé hier mardi pour la première fois depuis septembre 2022, affichant leurs divergences sur le conflit en Ukraine, mais se disant prêts à coopérer pour encadrer le programme nucléaire iranien après des dégâts causés par les frappes israéliennes et américaines. France 24, nous en dit plus. Entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, le dialogue n'est plus rompu, seulement distendu. Pour la première fois depuis septembre 2022, les présidents russes et français se sont entretenus directement par téléphone. 2 heures de conversation avec un enjeu clé, l'Ukraine. L'Élysée affirme avoir appelé à ce que la Russie et l'Ukraine s'engagent à un cessez-le-feu et prennent part à des négociations pour régler de manière durable et solide le conflit. Cela alors qu'encore ce week-end, Kiev enregistrait un record d'attaques de drones russes sur son territoire, l'Ukraine répondant mardi par une nouvelle attaque en profondeur contre une usine russe fabriquant des systèmes de défense antiaériens. Pour le président français, c'était aussi l'occasion de redire son soutien total et indéfectible à l'Ukraine, martelé depuis 2022 lorsqu'il échangeait régulièrement avec Vladimir Poutine au téléphone. On veut que cette guerre s'arrête, on veut mettre suffisamment de pression sur le président russe et sur son système pour qu'il arrête la guerre. C'est aussi pour ça que je continue de lui parler comme hier encore. Mais on veut le faire par des sanctions, par des négociations, par de la pression internationale, mais sans rentrer dans le conflit et faire la guerre avec la Russie. Mais pour Vladimir Poutine, la guerre en Ukraine est une conséquence directe de la politique de l'Occident et la fin du conflit doit aboutir à l'annexion des territoires ukrainiens conquis par la Russie.
Autre dossier plus consensuel, l'Iran. La Russie appelle la communauté internationale à respecter le droit de l'Iran à développer une énergie nucléaire qualifiée de pacifiste. Avec la France, les deux pays disent tout de même vouloir s'assurer du respect de Téhéran, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Surtout, les deux présidents disent vouloir rester en contact et réitérer ce type d'appel, comme c'était le cas avant 2022. Mesdames et messieurs, clap de fin à ce journal de ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité dans la suite du programme. Vous allez suivre la série Strike Back. Sur ce, très bonne soirée et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.